moi je pense qu'il y a une instrumentalisation de la question migratoire qui ne dit pas son nom par la France macroniste qui entend punir en quelque sorte l'Angleterre du choix du Brexit. Comme par hasard, cette question migratoire aujourd'hui, elle prend une ampleur qui n'avait jamais été égalée auparavant. Alors on critique Loukachenko parce qu'il se sert de l'arme migratoire contre l'Europe. Vous dites carrément on fait la même chose, et en même temps, alors évidemment, ça c'est pas les mêmes formes, on va pas les chercher, mais quand j'entends Gérald Darmanin nous expliquer que ce sont des ONG britanniques qui les récupèrent en mer, mais excusez-moi, on a des ONG françaises qui les récupèrent également en Méditerranée pour les faire venir en France. La réponse. Et ensuite, quand ils partent, effectivement, ils partent sans qu'il y ait de contrôle suffisant, ou en tout cas, je sais pas quelle instruction la police a, mais quand on voit ces images où vous avez des migrants qui partent en radeau, qui ne sont pas arrêtés par des patrouilles. 1185 passages pour la seule journée du 11 novembre. Beaucoup plus que effectivement les passages. Jean Terlier pour la réponse LREM. Ça n'a strictement. Prendre ceux du député, ça n'a strictement rien à voir la situation. M. Loukachenko, il est établi qu'il a fait venir. C'est ce que j'ai dit. Instruments imminents. Où est-ce que vous avez vu que les Anglais, le gouvernement britannique a fait venir ces migrants-là pour les mettre la pression sur non, vous n'avez pas compris. Non, il dit que la France se trouve dans la position de la Biélorussie. Exactement. La France va chercher les migrants, en tout cas certaines ONG françaises. La France ne va pas chercher les migrants. Mais si, on va les chercher au large de la Libye. C'est une accusation quand même. Écoutez, j'ai entendu l'interview qu'a accordé le chef d'état-major de la marine à Jean-Pierre Elkabbach sur cette antenne, où il disait que la marine française avait sauvé des centaines de personnes en mer et dans les eaux internationales qui avaient été lâchées par des passeurs au large de la Libye. Pour sauver des personnes, c'est normal. On a les chercher, c'est différent. Laurent Saillet. Quelqu'un qui est à la mer, on le sauve. Excusez-moi, mais vous n'allez pas nous dire qu'une femme à la mer avec son enfant, vous allez la laisser se noyer. Vous savez très bien qu'il n'y a pas. C'est pas des femmes à la mer. C'est des hommes à la mer, vous allez les laisser mourir. Non, mais d'accord. Oui, non, mais s'il vous plaît, on laisse pas mourir. Non, mais attendez. Être dur sur l'immigration et laisser mourir les gens. Il y a quelques images marquantes quand même. Vous doutez bien que quand vous êtes officier de marine, quand vous voyez des gens mourir, vous allez laisser mourir. Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'avec un tel principe, les passeurs ont de beaux jours devant eux. Selon les associations, c'est une situation inextricable aujourd'hui, Jean Messia. Et quelle est la solution ? C'est inextricable parce qu'effectivement, le flux d'arrivée ne se tarit pas. Comme il n'y a pas de contrôle migratoire digne de ce nom, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire combien de fois, depuis maintenant ces dernières années, nous entendons Calais, la jungle de Calais a été évacuée, Grande-Sainte a été évacuée, la porte de la Chapelle a été évacuée. On attend quelques semaines et puis le problème recommence tout simplement parce que les flux continuent d'arriver. Alors vous avez des gens qui vous disent qu'à cela ne tienne, laissons-les partir en Angleterre et comme ça on arrivera à vider le camp par le haut si je puis dire. Sauf que le problème c'est qu'un jour les Anglais n'en voudront pas et ils les refouleront et sera obligé de les récupérer. Donc la place de ces gens-là c'est dans un avion avec un retour dans leur pays parce qu'encore une fois la France, l'idée que nous faisons de la France, de l'humanisme, de la valeur de l'être humain, ne nous autorise pas à accueillir des gens dans de pareilles conditions. On ne peut pas accueillir des êtres humains dans des cloaques et prétendre ensuite que la France est humaniste et qu'elle est conforme à que cette vision est conforme à nos valeurs. Je suis désolé, n'importe quel Français qui se prétend tel ne peut pas admettre d'accueillir en permanence des gens dans de pareilles conditions. Donc il faut arrêter les accueils. Quand on n'est pas capable d'accueillir les gens de manière digne, eh bien, il ne faut pas les accueillir. Donc ces gens-là doivent retourner ces jeux et ensuite, ça sera un signal clair pour tous les candidats qui veulent venir sur notre sol. Et comme ça, on réglera le problème. Mais on ne peut pas résoudre le problème en ne faisant rien. Alexandre. Il y a eu un report sur les plages. Et en revanche, lorsque vous parlez aux élus locaux, ils vous disent qu'il y a des patrouilles sur les plages. Ils vous disent qu'il y a des gendarmes qui sont mobilisés. Donc allez dire, monsieur Messia, que de manière intentionnelle, la France laisse passer en train de régler ses comptes du Brexit. C'est n'importe quoi. Et c'est honteux. Et si vous pensez ça de votre pays, ça fait quand même très peur. Attendez, vu la guerre qui a été faite entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur le Brexit, la question migratoire c'est la réponse du berger à la bergère. Ça c'est une réponse. Vous savez que ça ne fonctionne pas. Dire qu'on va renvoyer les gens juste en menant des bras de fer, en faisant la guerre au pays de départ, vous savez que ça ne fonctionnera pas. On peut améliorer les choses, mais pas les régler. Même si, je ne sais pas pour qui vous allez soutenir à la présidentielle, mais même si le candidat ou la candidate que vous aimeriez voir président est élu, vous ne croyez pas qu'elle va prendre son téléphone, qu'elle va appeler le Maroc en disant récupérer machin, ou en Afghanistan, où on va jeter les gens dans les bateaux. Enfin, dire aussi qu'on ne doit pas sauver les gens à la mer, vous ne pouvez pas le dire non plus.
c'est Vous pas, voyez, c'est parce pas, que c'est pas la l'outrance vous question, dessert. madame. Moi, je veux- Parce que là, vous desservez toute la cause de ceux qui veulent une immigration maîtrisée. Parce Oui, qu'en mais le fait, problème, vous c'est êtes qu'on tellement dans l'outrance. On la maîtrisera qu'en fait, pas. On la maîtrisera pas par l'émotionnel et par pas l'émotionnel que sauver quelqu'un à par la un espèce mer. d'humanisme mélodégoulinant qui va effectivement s'épancher de tous les malheurs de la terre sans jamais considérer les malheurs Et vous le que feriez provoquent pas, en certaines plus. immigrations en Vous-même, France. vous-même, Ça, vous c'est la laisseriez première pas quelqu'un chose. se noyer. Arrêtez La de jouer deuxième la chose, c'est que comédie. moi j'en ai assez, si vous voulez, de tous ces discours qui consistent à nous expliquer que comme on peut pas atteindre l'idéal dans une action, eh ben on peut rien faire. Hein. On n'a C'est pas dit rien. c'est à la fois le Soyez maximalisme et l'impossibilisme. était une politique qu'il fallait mener, bien entendu. Jean Messia, l'opposition qui dénonce au fond une campagne qui ne dit pas son nom. Il y a ici un clientélisme patent de la part de la Macronie? Alors oui, de toute façon, c'est quelque chose d'assez avéré, d'assez étudié en sciences économiques, qui s'appelle la théorie du cycle politico-économique, qui consiste effectivement pour un gouvernement en place, à l'approche des élections, d'avoir une politique budgétaire expansionniste pour maximiser ses chances de réélection. Donc ça, c'est quelque chose qui a été théorisé, qui a été constaté, et pas seulement en C'est rien France d'ailleurs. d'extraordinaire. Pas seulement en France. Par contre, là, on peut effectivement s'étonner de ces deux choses. D'abord, l'ampleur de la dépense qui est prévue, qui est quand même pas anodine, hein, notamment cet amendement à 34 milliards. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez ubuesque, d'autant plus que la situation des finances publiques françaises est quand même dans une situation assez préoccupante. Et la deuxième chose, qui est encore, je dirais, plus extraordinaire, c'est que c'est aux antipodes du logiciel économique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait été élu en 2017 comme président de la rigueur, de la compétence, de celui qui allait assainir les comptes publics français. On voit bien que la politique qu'il applique est contraire à ce qu'il pense, à ses convictions économiques et politiques, et ça laisse donc entendre qu'il y a une forme de cynisme dans ce budget. C'est-à-dire qu'en fait, il applique quelque chose qu'il ne pense pas, mais dont il espère pouvoir tirer quelques avantages électoraux. Quand même, arrêtez. Mais on n'a pas trop ça y aidé est, les Français. Jean Messia, si vous en parlez. On n'a pas Oh, cramé je vous la caisse, répondrai. on l'a mis sur le trottoir et on a dit aux gens, servez-vous. Voilà ce qui se passe avec ce Non, budget. Jean Mais si. Messia, donnez-moi un exemple d'une dépense qui a été inutile pendant la Non, crise. il ne faut pas confondre deux Soyez choses. réaliste. Attendez, il faut pas Non, mais les confondre aides aux entreprises, vous êtes Vous n'avez sûr pas un seul exemple. Laissez-moi finir, je vais vous répondre. Si vous voulez, il y a deux phases. Il y a ce qui a été fait pendant la crise. Et là, je pense que c'est très bien parce qu'on n'aurait pas pu laisser tomber l'économie dans un contexte qui était particulièrement contraint, où tout était fermé, où les gens étaient confinés. C'était normal que l'État soit là financièrement à la rescousse. Mais le budget de 2022, il ne traite pas du passé. Il traite du futur ou de l'avenir, il traite de l'année qui s'ouvre et même Maintenant, sur faut fermer plusieurs le robinet. années. Faut fermer le robinet. Donc si vous voulez, le problème c'est que là, on est quand même, on peut pas d'un côté dire que l'économie française rebondit et que le taux de croissance est à 8% et continuer à dépenser comme si on était encore en Et là, je crise. suis d'accord Il faut avec être monsieur le cohérent. député. C'est Vous, justement parce qu'il y a Voilà. un en plan de fait, relance. vous voulez plus de policiers, effectivement, plus de justice, plus d'infirmières, plus de médecins, plus de tout, Mais sans ma- payer. mais madame- Mais mais ça, ma- c'est le Rassemblement mais national. j'interviens, c'est le programme Mais du madame, Rassemblement je réponds à ça parce Ce que qu'elle vous dites, m'attaque. c'est que Juste on une appuie, seconde. on appuie sur le frein maintenant. C'est ça. Une chose qui a bien été faite pendant Merci. cette crise. Essayez de contenir un peu vos propos pour pouvoir avoir un débat un peu construit. Juste, je ne mets absolument pas en cause le fait qu'il faille plus de policiers, plus de magistrats, plus de services publics de manière générale. Mais encore faut-il avoir les moyens de financer cet État performant. Jusqu'à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, la France avait une économie qui produisait suffisamment de richesses pour pouvoir se payer cet État-providence dont vous parlez et ces services publics de La qualité. croissance à 7, c'est pas mal, quand même. Aujourd'hui, non, mais elle était à 7 parce qu'on a chuté de 8 ou de 9 dans l'année précédente et l'année d'avant. Donc on a beaucoup plus chuté que l'Allemagne, donc c'est normal qu'on rebondisse un peu plus haut. Mais si on lisse sur les 2 ou 3 dernières années, notre performance, elle est quand même assez faible. Donc si vous voulez, vous qualifiez à chaque fois qu'on proposait quelque chose, vous qualifiez de démagogique toute proposition d'accroître la dépense publique dans un domaine si elle n'était pas financée. Or, c'est exactement ce que vous faites depuis 3 ans. Merci, merci Alexandre Louisi. Vous maximisez les dépenses publiques Louisi. sans aucun financement outre Alexandre la dette. Louisi. Ce matin, non mais c'est pas possible, ils vont nous la faire à l'envers, en d'autres termes. Vous êtes d'accord avec elle? Je ne sais pas si on peut faire un tel procès, mais enfin, c'est vrai que depuis le début de la crise, c'est pas ce qui a été annoncé par le gouvernement 2 ou 3 mois au préalable qui s'est avéré à l'issue. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, le gouvernement nous avait dit qu'il ne ferait pas, puis il l'a fait. Donc, c'est pas parce que Gabriel Attal, aujourd'hui, nous dit ça, que c'est quelque chose qui éloigne complètement le spectre du reconfinement de manière définitive, tant s'en faut. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas paniquer, je pense, parce qu'on a un taux de vaccination qui est très élevé, vous l'avez rappelé. Et donc, je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi on est passé de l'élément pilote de la politique sanitaire, qui était le taux de tension hospitalière. On a changé, en fait, le fusil d'épaule et on est passé désormais au nombre de cas.
Donc évidemment, quand vous voyez le nombre de cas, vous ne pouvez que paniquer, parce que si les cas augmentent, ça provoque ce type de discours, cet affolement, etc. Or, il a été quand même rappelé que le fait que nous ayons un taux de vaccination extrêmement élevé dans la population ralentit et diminue considérablement les formes graves, notamment chez les personnes les plus fragiles, et qu'en conséquence, on ne devrait pas, évidemment, sous toute réserve, on ne devrait pas connaître une 5e vague au sens de la première, de la 2e ou de la 3e. Donc Jean-Terry nous dit aussi des tests gratuits. Est-ce qu'il va falloir y revenir? Alors Olivier Véran a effectivement contesté le chiffre de moins 20% de lits. Mais il a quand même reconnu que le chiffre était autour de 5%. Donc il a quand même reconnu qu'il y avait une baisse de la capacité hospitalière en lit. Lui qui avait, depuis l'été dernier, n'a pas arrêté de promettre qu'il allait accroître la capacité en lit. Il y avait un objectif à 7 000, puis à 10 000 et même à 12 000 selon certaines de ses déclarations. Donc si vous voulez, c'est ça. C'est la réa, Non mais peu importe. Soyez précis, c'est pas peu importe. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas annoncer des objectifs d'augmentation qui était légitime vu le contexte sanitaire auquel on était soumis, et puis venir ensuite reconnaître qu'il y a eu une baisse. Parce que là, c'est un mensonge. Ce tour 65%. Non, mais j'entends ce que dit Laurence Saillet, mais il n'y a qu'un malheur, c'est que vous pouvez avoir le Covid et être asymptomatique. Ça ne vous empêche pas de contaminer tous les autres. Donc effectivement, moi je crois, là je suis d'accord. Pourquoi vous alliez faire un test alors? Comme ça, vous sortez de chez vous, vous allez faire un test. Non, mais justement, parce qu'effectivement, pour pouvoir vivre normalement, les gens se testent. Et à cette occasion, ils peuvent découvrir effectivement qu'ils ont le Covid. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a le pilotage global de l'épidémie pour lequel on doit faire l'économie, si vous voulez, d'un jugement de valeur. Il ne s'est pas vacciné, c'est un vilain petit canard, il va payer son test, etc. Non, je crois qu'il faut effectivement, si effectivement une 5e vague devait être confirmée, eh bien il faut se mettre exactement dans les mêmes conditions dans lesquelles nous étions il y a quelques mois, où les tests étaient précisément gratuits. Même cause, mêmes effets.